Moi, je voulais revenir juste un peu justement un peu en amont à la question de Nicolas. Savoir justement quelles sont un peu les différences entre ces entreprises aux États-Unis ou en France ou en Angleterre que vous observez sur la nature des entreprises et la façon dont elles abordent les marchés européens, américains. Est-ce qu'elles s'empoisonnent? Est-ce qu'elles ont des stratégies différentes? Et un peu une deuxième série de questions plus sur les vecteurs de développement de ces clean tech. Est-ce que vous observez des différences dans les politiques publiques qui sont déployées, si bien pour accompagner la recherche, développement, le déploiement et la massification de l'usage de ces techniques? Est-ce qu'il y a des larges différences, quelles sont-ils, entre des marchés américains, des marchés européens, si on peut parler des marchés européens, je pense, des marchés nationaux, français, etc. Okay, a lot of questions in there. So, I mean, the companies that we're watching are essentially why we're watching them and why are people interested in them and why do we have a business. I think it's because we are watching the rise of, we're looking for Googles. We believe that out of this world there will emerge companies that today do not exist that will in 30 years' time be global leaders, because fundamentally energy as a business is going to, we believe energy as a business will change radically. At the moment it is a centralized industry which is controlled by a number of corporations around the world, with a grid that's controlled by utilities, etc., etc. However, if you look at these technologies and you think around, we all have a car or we have an instrument going from A to B. All of these things become, today we just think of them as consumers of energy. In future we may start to conceive them as creators of energy. Same with our housing stock and our commercial building stock, etc., etc. And so with that, I guess the whole dynamics of who's the buyer and the seller is going to change. Why do I tell you that? It's just because if you believe that, or you believe that could be possible, then perhaps you will give my notion that we are watching these small companies because we believe there is a radical transformation possible in the way business works, and that becomes exciting to all kinds of people because it basically is a threat to some and an opportunity to others. For that reason, over the last 2 years we have noticed, whereas before the people, our clients if you like, were Nicolas and the equivalents in Silicon Valley and everything else, the investors in young companies, over the last 2 years there's been a radical change where we see large company after large company from pretty much every industry you can possibly imagine. It started off in the obvious ones in energy, but more recently we see people in retail, we see people in finance, we see people in the leisure industry, because everybody is affected by these issues. And they're wondering what is going on. Should we be involved? How should we be involved? Etc., etc. I'm not sure I'm answering your question very well. So from the US point of view, you made a sort of US-European comment. I think the interesting about the US in the last few years, or last year or two, say, is you have companies that are developing technologies that are relating to some global market. And you ask about policy, well, that really hasn't been on a federal basis. So in the same way that you can't look at Europe necessarily as a united market, California or Texas has been pursuing policies that are very different from Massachusetts. So it hasn't actually been a federally driven process at all. It has been very much a state by state. And therefore you see different bets being made and different areas of the world deciding what they're going to invest in, if you're looking at it from an economic opportunity.
So back in Europe, I would hold up sort of Denmark probably as an example of somewhere that has committed to a technology area for 20, 30 years. And there's a reason Vestas is a leader in wind. It's because of the policy leadership that started in the 70s and has carried on ever since. And I think you're going to see the same in states in the US, and probably already have, in fact, and you're going to see the same in Europe, country by country, but even area by area. There's a great economic opportunity, but it's also a great threat, so that's why I think it's interesting. Peut-être pour compléter ce que vient de dire Richard dans les différences entre les modèles de développement des entreprises européennes et américaines, je crois qu'il y a une vraie différence culturelle qui est plus entre, on va dire, l'Europe continentale et puis un esprit entrepreneurial anglo-saxon. En ce sens-là, l'Angleterre est plus proche des États-Unis. C'est justement la notion de prise de risque et d'ambition pour des projets entrepreneuriaux. Et ça se voit un petit peu par le nombre de personnes qui prennent leur indépendance et qui lancent leur entreprise. C'est vrai aussi au niveau des financiers. Nous, on est on est en Europe continentale, on est prêt à prendre moins de risques. Donc, juste pour donner quelques exemples, on voyait tout à l'heure les investissements dans le solaire. Nous, on a participé à un investissement dans une société des panneaux solaires en couche mince, donc qui sont les nouvelles générations en Allemagne. C'est une société qui s'appelle Oderson et c'est l'un des leaders en Europe. Et on a fait un tour de table en 2008 où on a levé 70 millions d'euros, ce qui est un montant considérable. Les équivalents américains, les sociétés avec lesquelles on se bat, elles ont plutôt levé entre 400 et 500 millions de dollars. Donc on voit aussi cette notion de prise de risque et d'aller de l'avant et de se jeter un petit peu dans le vide. C'est vrai au niveau des entrepreneurs et également vrai au niveau de la communauté des investisseurs. Donc ça veut dire, les différences, c'est que les moyens sont un petit peu différents et les ambitions aussi. Mais sinon, les étapes de développement des entreprises, c'est à peu près les mêmes. La rapidité à laquelle on y va ou le carburant qu'on va cramer pour y arriver va être un petit peu différent. Mais in fine, c'est pas pour autant que ça va moins bien, parce que nous, on a nos investisseurs dans la société allemande qui a fait un investissement équivalent dans la boîte américaine. On lui faisait remarquer ce truc-là, il disait oui, mais la société américaine, elle va pas forcément plus vite, elle met juste 5 fois plus d'argent pour faire ce que nous on fait avec les sommes qu'on a levées. Mais simplement en termes d'ambition et d'état d'esprit, ça c'est la première différence. Et puis l'autre vraie différence, c'est que le driver des clean tech, c'est contrairement à l'IT ou aux biotechnologies, c'est pas un driver technologique, de mon point de vue, c'est un driver administratif et réglementaire. Et donc là, il y a des vraies différences entre l'Europe et puis les États-Unis sur les environnements réglementaires qui font qu'on ne va pas développer l'entreprise de la même manière. Voilà. Quand on entend ces chiffres, donc ça amène à la question que se pose Christian Nicop sur l'évaluation, la labellisation, je ne sais pas si j'utilise des bons termes qui correspondent aux questions que vous posez sur ce sujet.